Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Vers l'excellence sportive. Je m'appelle Johan, je suis étudiant en STAPS et dans ce podcast, je vous invite à vous plonger dans le monde du sport et de la performance à travers des entretiens avec des experts du domaine. Dans ce podcast, nous aurons l'opportunité d'aborder divers sujets directement liés à la performance sportive, comme par exemple la préparation physique, la préparation mentale, l'entraînement, les blessures et encore d'autres sujets. Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un joueur de tennis professionnel, Samuel Brosset. Bonsoir Samuel, Salut, ça va la forme? ça va bien et toi? Ça va, merci. C'est gentil de m'inviter. De rien, avec plaisir. Donc là, on va être sur un podcast un peu plus axé sur le tennis. Écoute, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas. Alors, je m'appelle Samuel Brosset, j'ai 25 ans, je suis tennisman professionnel depuis 2018. Et voilà, donc j'ai été blessé quand même pas mal de temps. Donc là, je vais reprendre à partir de cette année le circuit international. Donc j'ai hâte et voilà, hein. Ok, tu t'es blessé depuis quand du coup? J'ai chopé une maladie auto-immune en fait qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Voilà, le traitement que je devais prendre m'a un peu fusillé le foie et le foie, il est un peu relié à tout ça, donc tout ce qui est muscles, ligaments, tendons, donc j'ai pas arrêté de me blesser à droite, à gauche. Ok, et ça va mieux là, ça, t'arrives à reprendre que. Depuis j'ai plus rien là réellement depuis on va dire, 3 mois. Ok, c'est cool. Et ça va, les entraînements se passent bien. Il y a pas encore trop d'entraînement de tennis, mais beaucoup d'entraînement physique, pour retrouver de l'énergie, même si voilà, c'est quand même de mieux en mieux et voilà, franchement, j'ai hâte de retrouver le terrain, tu vois? Genre, refaire des matchs comme avant, sans douleur et tout, c'était voilà. Ok, écoute, on croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer. Est-ce que tu pourrais parler un peu de ton commencement dans le tennis? Comment tu as été amené à te spécialiser et à vraiment te donner à 100% dans le tennis? Bah, écoute, moi, mon père était prof de tennis, donc le choix, il a été vite fait. De base, je faisais du basket et je me suis très vite, orienté vers le tennis et je me suis rendu compte très vite que ça allait être mon futur métier. Je m'en suis rendu compte très vite, ouais. J'avais vraiment envie de faire ça, j'avais vraiment envie de continuer et puis, forcément quand tu es un peu doué dans ton domaine et ça aide toujours à continuer et avoir envie de faire toujours mieux, quoi. Ok, et t'as commencé à quel âge? J'ai commencé assez tard, j'ai commencé à 9 ans. D'accord. 9 Ok, ans. donc t'as pas fait de l'école de mini-tennis comme on trouve maintenant, tout ça Non, j'ai pas trop vu ça. J'ai connu énormément le mur, du club, mais j'allais jouer pendant des heures au mur en attendant qu'il y ait un mec qui va jouer avec moi, mais Ok, c'est la base, quoi. ok. Du coup, c'est quoi? C'est ton père qui t'a entraîné ou alors t'avais un entraîneur à part? Ouais, c'est mon père qui m'a formé, qui m'a tout appris, et puis après, à l'âge de 15 ans, je suis parti, à Blois, dans un pôle espoir et voilà et puis après, je suis parti à Tours, pour continuer de jouer mais non, c'est mon père qui m'a vraiment tout appris de base et Ok, du coup, t'es arrivé en pôle espoir, c'était en rapport avec la ligue peut-être ou ouais, c'est exactement, complètement. ouais. Ouais, c'est la ligue. La ligue du centre de tennis, ouais, à l'époque, il y avait un entraîneur qui s'appelait, Alain Dalmasso. Malheureusement, il y est plus, mais c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup apporté aussi par la suite, pour mon tennis, et pour le reste d'ailleurs. Savoir comment s'entraîner, comment se préparer avant, pendant, après. Voilà, c'était vraiment un chouette entraîneur. Ok, mais du coup, c'était quoi les différences que tu as pu remarquer entre tes entraînements du coup avant la ligue et une fois que tu es rentré vraiment dans la ligue? Mon père, franchement, est très, très, très fort dans l'apprentissage. Tout ce qui va être les bases techniques, tout ce qui va être, voilà, vraiment sur de la stratégie et cetera. Alain, lui, m'a plutôt appris à comment m'entraîner, avoir de la rigueur, voilà. Mais les bases étaient déjà faites, mais lui a vraiment, structuré tout ça.
OK. Et est-ce que, pour ce qui est de la prépa physique, par exemple, tu as commencé à en faire à la ligue ou tu en faisais déjà avant? J'en faisais déjà avant, bien avant, j'ai commencé à 11 ans, la préparation physique. Et Avec d'ailleurs, ton ce préparateur physique avec qui j'étais est encore mon préparateur physique, aujourd'hui. On avait fait un break, j'étais parti avec quelqu'un d'autre, mais je suis revenu avec lui l'année dernière. OK, donc tu as vraiment eu, parce que la prépa physique, des fois, ça passe un peu à côté de certains joueurs. Il y en a qui commencent super tard, donc toi, tu as commencé tôt, quoi. Ouais, ouais, j'ai commencé super tôt, j'ai pris goût à ça surtout. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, j'aime aller à la salle, j'aime aller m'entraîner. C'est vraiment ouais, c'est par choix aussi, je pense, parce que je prends plaisir à faire ces exercices, donc OK, et quand tu avais 11 ans, c'était quel type de préparation physique que tu faisais? Tu allais directement en te bah, vas-y, ouais, explique un peu parce que, bah, quand ça tu peut être commences, en différent. fait, c'est pas vraiment, de la préparation physique comme, après ça va plus être la dissociation du haut, du bas, avec des petits exercices d'échelle de rythme, forcément, il y a déjà un début d'aérobie, donc tu sais, les petites diagonales là sur le terrain de foot, c'était pas mal Ouais, aussi et voilà, mais ça va plus ouais, la dissociation, la coordination surtout qui va être super importante, surtout après quand tu commences à grandir, tu sais, quand tu commences à avoir, ce Gaucheter, la maladie de Sévère et tous ces trucs-là, là, il faut voilà, il faut vraiment, tu vois, genre arriver à dissocier tout ça, quoi. OK, ouais, plus de la préparation, motrice comme, certains appellent ça. Exactement, exactement, exactement. OK, et du coup, quand tu étais à la Ligue, en termes de volume horaire, tu étais situé comment à peu près? C'était pas énorme parce qu'en fait, on avait les cours la journée et après en fait, bah, je m'entraînais, quand j'avais pas cours, donc j'avais genre 2 heures par jour de tennis et la préparation physique, c'était le mercredi et bah, quand j'avais un peu de temps, à côté, quoi. Donc c'était soit tennis, soit physique, ça dépendait en fait, de ce que voulait faire, le coach, quoi. OK, et tu avais un seul coach ou ou il y en avait plusieurs qui intervenaient, Il y avait un préparateur physique et un préparateur tennis, du coup. OK, OK, Et et en et et est-ce que tu avais, bah, alors c'est un peu moins répandu, que la préparation physique, mais est-ce que tu avais de la prépa mentale? non, j'ai jamais fait ça, c'est pas pour moi. Ah ouais? Heu, En fait, si j'ai eu à un moment donné dans ma vie, sur plus des techniques de respiration et cetera, mais je me suis vite rendu compte que la préparation mentale, elle est pas pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin de ça, il y en a qui n'ont pas besoin. Moi, je fais partie des personnes qui estiment que, heu, tu peux travailler ta concentration, avec des exercices, tu peux travailler, plein de petites choses et ça, je le conseille à tout le monde. Maintenant, la préparation mentale, genre, ah là, il faut que tu sois comme ça, là, il faut tu vois, moi, quand c'est trop cadré, c'est pas possible, hein. C'est moi, ça me gonfle vite. Plus c'est déstructuré, mieux je me sens. Donc après chacun doit trouver sa façon de fonctionner, chacun doit trouver, sa façon d'être en fait et puis son identité de jeu après et voilà. Je pense que ça sert à rien d'aller copier le copain ou la copine, tu vois? Genre dire: «Ah bah tiens, comme il fait ça, j'ai envie de faire ça». Tu sais, on entend souvent des personnes dire: «Tiens, Roger, il fait ça comme ça, Nadal, il fait ça comme ça, donc je vais faire pareil». Mais on a tous des prédispositions différentes, donc soit, le fait de copier, ça servira pas à grand chose. Ouais, et puis ce qui peut marcher Tu peux pour t'inspirer, mais copier, ça ouais, sert à rien. mais ça t'est jamais, tu jamais voulu par exemple, je sais pas, par exemple te dire, «Je vais faire, une routine pour être, moins stressé» ou pendant un point important faire, quelque chose, je sais pas? En fait, moi, les routines, elles se sont installées, comme ça, j'ai pas eu besoin de réfléchir. Il y en a, ils travaillent des routines. C'est ça que j'essaye de t'expliquer, c'est que moi, c'est instinctif ce que je fais. C'est-à-dire que j'ai des OK. routines, mais elles sont instinctives. Alors qu'il y en a, ils vont travailler ça pendant 5 heures. Moi, je vais faire rebondir la balle 7 fois parce que 6 fois, c'est pas assez, machin et tu après tu deviens parano, tu deviens fou. Ça Ouais. sert à rien. Enfin, ça sert à rien pour moi, ça servira pour quelqu'un d'autre. Oui, 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 peut-être, oui, parce qu'on voit, quand on voit par exemple, Rafa qui fait tout son truc avant de servir. Alors après, est-ce qu'il l'a travaillé ou c'est instinctif? Je sais pas trop. Bah, là, je pense que c'est un peu travaillé, par exemple. Ouais.
vois, un mec comme Rafa, je pense que ça sera plus travaillé qu'un mec comme Roger, par exemple. Je pense que Roger, c'était plus instinctif qu'autre chose. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon, après, malheureusement, Roger, il joue plus, mais Ouais, c'est clair. C'est clair. et donc du coup, ouais, tu es allé à la ligue et à partir de quand, du coup, comment s'est faite un peu la transition entre la ligue et le circuit pro? En vrai, le circuit pro, ça s'est fait d'un seul coup. J'étais à moins de 6. Je passais mon temps à sortir, à faire des soirées, à faire nimp. Et, euh, et en fait, cette année-là, en même temps, c'est-à-dire que je sortais énormément, mais en même temps, je m'entraînais énormément. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un peu les deux. C'était structure dans la déstructure. Tu vois, c'était un peu. Et, euh, et en fait, donc je suis allé en Belgique avec mon frère et je reviens de une semaine de soirée en Belgique et je décide d'aller faire knock sur un 15 000 dollars. Et miraculeusement, je passe les qualifs et je gagne le tournoi. Donc en fait, ça me propulse directement. Et derrière, j'ai enchaîné, j'ai fait quelques demi-quarts, etc. Et en 4-5 tournois, j'étais 693. Donc je suis monté super vite. Et OK. après, je me suis blessé. Voilà. Pour la- OK. c'est comme ça que ça s'est passé. C'est que ça s'est passé super vite en fait. Et puis après, bah, pour revenir, c'est pas facile. OK et du coup, pendant ça a duré combien de temps ouais, ça grésille un peu. Elle a duré combien de temps cette période? 5 ans. Ça s'est fini là, il y a 3 mois. OK et du coup, en termes, parce que du coup, tu disais que tu sortais un peu tout ça en termes d'hygiène de vie, de À un sommeil, moment donné, d'alimentation, tout à un ça, moment donné, déjà de un, il y avait le Covid, mais même avant ça, j'avais quand même déjà arrêté de sortir parce que mon corps, mes défenses immunitaires, elles étaient à zéro. J'avais perdu quand même pas mal de poids. Et j'étais plus en forme en fait. J'avais pas d'énergie, je faisais un footing, j'étais rôti. Enfin, défense immunitaire vraiment à plat quoi. Et c'était vraiment une merde que j'avais chopé. J'étais vraiment au fond du trou quoi. J'arrivais pas à m'en sortir. Et même, tu vois, genre il y a encore 1 an et demi, je me disais merde, quand est-ce que ça va se finir? Parce qu'après c'était en dents de scie, tu vois. C'était genre en mode des fois, j'étais super bien et ça durait une semaine. Et après, pendant en gros cette semaine, il fallait que je profite à fond parce que les 4 mois d'après, c'était scandaleux. J'étais dans un état pitoyable. OK Donc, et ouais et ce que je veux dire, ouais, du coup, pendant cette période où tu étais sur le circuit pro, ouais. ton staff, enfin, on va appeler ça un staff avec ton prépa physique, ton entraîneur, tout ça, c'était le même ou ça a changé? Non, ça a changé. À l'époque, j'étais avec Fabien Robert et mon préparateur physique, c'était Clément Lambert. Et là, aujourd'hui, j'ai pas de préparateur purement tennis, c'est-à-dire que je suis un peu là, un peu là, un peu là, tu vois. Bon, de temps en temps, je vois mon père, mais c'est pas à temps complet. Et mon préparateur physique, par contre, c'est le même que j'avais quand j'étais plus jeune, qui s'appelle Philippe Pivert. Et OK, voilà. OK et du coup, en termes est-ce que par exemple, tu as eu des kinés ou ce genre de choses, par rapport aux blessures que tu as eues? Des suivis avec des kinés, Ouais, 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 complètement. Ouais. J'ai eu kiné, ostéo, j'ai fait de la cryothérapie aussi, parce que le froid, ça a apaisé mes douleurs. Donc, OK. je faisais souvent des bains froids, je faisais de la cryo, je faisais ouais, plein de choses comme ça qui me permettaient voilà, d'avoir un peu moins de douleur, un peu moins de. Mais après, c'était que éphémère, entre guillemets, dans le sens où les douleurs, elles revenaient toujours à un moment donné. Ouais, mais ouais, parce que le froid, c'est un effet antalgique pendant sur le moment. Après, sur du long terme, je sais pas si Ouais, c'est ça voilà, qui est un peu moins bénéfique. mais à un court instant. Mais ça servait en soi à pas grand-chose parce que c'était mon foie qui était impacté dans tous les cas. Donc, la douleur, elle allait revenir et je le savais pertinemment. Ouais et ouais, du coup, quand on est sur le circuit pro comme ça, est-ce que c'est facile d'avoir le nombre d'heures d'entraînement qu'on veut par rapport à enfin, comment dire? D'avoir le nombre d'heures d'entraînement qu'on veut par rapport, au coût que ça revient? Parce qu'il y a un coût aussi, je sais pas comment ça se passe quand on est, sur le circuit pro pour payer, son entraîneur, son préparateur physique, tout ça. Comment tu as géré Moi, tout ça toi, personnellement, financièrement parlant?
Personnellement, j'ai beaucoup de chance, parce que je suis entouré de personnes très bienveillantes qui savent que, bah, financièrement, c'est pas non plus, la folie. Du coup, c'est des personnes qui m'aident, c'est-à-dire sur le plan financier, en vrai, je paye quasiment rien. Pour pas dire c'est avec certaines personnes, je paye rien, tu vois? C'est vraiment des Mmh. personnes qui sont là pour mon projet, qui sont là pour m'aider et pour ça, j'ai une chance incroyable parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de joueurs dans cette position. Après, en ce qui concerne les moyens financiers, j'avais ouvert une association, qui me permet, bah, de faire des mécénats et en fait, c'est ces mécénats qui me permettent de partir à droite, à gauche, pour faire des tournois. Après, quand je fais des CNGT, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les circuits nationaux des grands tournois, c'est les plus grands tournois français juste en dessous de l'international. Là, on peut gagner quand même pas mal d'argent. Après, à l'international, c'est vrai que quand on recommence par les ITF, pour faire de l'argent, c'est quand même très compliqué. Il faut faire minimum demi-finale pour ne serait-ce que rembourser les frais. Et encore, ça dépend de l'endroit où tu es, parce que si tu es dans un Mmh. endroit où c'est cher, bah, tu perds de l'argent. Et il faut gagner, en gros, il faut gagner le tournoi pour faire un bénéfice. Mais sinon, tu es toujours en perte d'argent. Mmh. Et toi, t'en as fait des ITF? Ouais, j'en ai fait. Bah, justement, les Knock et tout ça, c'était des ITF à l'époque. Donc, Ah ouais, c'est des et ITF. du coup, du fait d'avoir arrêté de jouer, j'ai perdu tous mes points et puis après j'ai voulu continuer quand même parce que j'avais mal, mais j'ai quand même cette passion du tennis. Mais qu'est-ce que j'étais nul! Oh la vache! Là, j'étais arrivé à un niveau où en fait, bah, la douleur, elle l'emportait en permanence donc je faisais des matchs, mais je faisais des matchs plus pour me faire plaisir personnellement, mais c'était d'une dramaturge. Je jouais plus je jouais plus une canette là, à ce moment-là, c'était terrible Et que ouais, et des challengers, t'en as déjà fait ou c'est un objectif pour plus tard? Ouais, j'en ai déjà fait. Bah, j'en ai fait un, l'année dernière. Je perds sur Arthur Cazot, je sais pas si tu vois qui c'est? Je perds en Ah si, ouais. 3-7. Ouais, je perds en 3-7, je perds 6-3 au troisième. Et puis après, j'en ai fait un autre à Blois où voilà, bah, encore une fois, j'étais blessé, j'ai pas bien joué. Je prends, 4 et je sais plus quoi, je prends un score assez sévère, mais nul quoi, genre je pouvais pas jouer donc ça servait à rien. OK, mais ouais, Arthur Cazot, je l'ai vu, bah, au Challenger de Brest là, qui a eu lieu la semaine dernière là. Ouais. Et ouais, ouais, il joue bien aussi Arthur. Bah, il sert l'acier et puis sur solide quoi, dans le jeu, il fait pas de faute, il solide. C'est ce qu'on Ouais, demande. ouais, ouais. Je voulais parler un peu de la manière dont sont agencés tes entraînements et la préparation physique, tout ça. Est-ce que Ouais. tu suivais une planification ou pas? Est-ce que tu as une planification assez précise? Alors c'est moi c'est mon gros problème, hein, c'est ça, c'est la structure en fait. Il faut que j'arrive justement à me professionnaliser sur ça, OK. heu, sur les tournois, sur la planification de tournois, il faut que j'arrive à me structurer parce que là, en gros, je sais que je fais des tournois, mais il faut que j'arrive à faire une programmation sur l'année entière et au moins, tu vois, je suis tranquille. Après, par contre, sur la structure, de la préparation physique, c'est mon préparateur physique qui gère et là, c'est Ouais. monstrueux. C'est exactement ce que je vais avoir, quand, à quelle période. Si je lui dis: «Je veux être prêt», par exemple, pour, août, bah, il va me préparer pour août en conséquence pour que je sois bien. Quitte à ce que je sois, un peu plus lent à certains moments de l'année, mais, au moment où j'en ai envie, il faut que je sois présent. Voilà et puis après, bah, sur l'aspect tennis, bah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué pour moi de trouver du monde, dans mon coin. Il y a pas beaucoup de joueurs. Je suis dans la région centre. Je fais partie des ligues les plus fantômes de France, donc il y a pas beaucoup de joueurs, donc c'est compliqué de jouer. Faut que je bouge un peu dans le sud ou alors peut-être sur Paris, c'est à voir. Ouais, mais c'est vrai que dans le sud, alors moi je suis arrivé cette année là sur Montpellier pour mes études et c'est vrai que Ouais. je me suis rendu compte que dans la région Occitanie là, c'est vrai qu'il y a pas mal de niveaux, je trouve. Il y a des sacrés joueurs, ouais. Il y a énormément en termes de nombre, il y a quand même énormément de joueurs. Nous, là, dans la Mmh. Ligue du Centre, il y a un moins 4, il y a moi numéro et derrière, il y a personne. C'est le désert. Ah ouais. Mmh. Et c'est bizarre quand même que dans une ligue, il y ait pas autant de monde parce que pour faire des sparring tout ça, ouais, c'est Ouais, galère bah, comme tu dis. et je crois qu'il y a 2 ligues vraiment qui sont pas excessivement fortes, c'est la Bretagne et la région Centre. Et après le Ah ouais. reste, ça augmente un peu, mais Mmh. Bah, la Bretagne, c'est là où je viens, mais bon moi j'étais ouais. pas à la ligue, hein, mais
Eh ben, à l'époque, Euh, c'était fort la Bretagne. À l'époque, il y avait beaucoup de monde. Et là, depuis un moment, c'est faible. hmm. Bah, mis à part alors, à Quimperlé, quoi, où il y a des gros joueurs, mais je sais pas si tu vois où c'est. Il y avait Romain Jouan à un moment donné. Je sais pas si tu as connu Ouais. Romain. Il y avait Ah bah, Romain, il y a Evan Furness, il doit y avoir, ouais. Non, je connais. Nel Guinard, Rinderknecht. Hmm. Ouais, moi c'est ça. Ouais, ouais, sûr. Ouais, il y a eu quelques gros joueurs. Ouais. Et, je voulais te demander un peu sur quoi toi, tu travailles personnellement en prépa physique, un peu tes points forts, tes faiblesses, tout ça. Alors là, en ce moment, j'ai dû refaire toute une structure du coup, moi, de mon physique, dans le sens où, tu sais, je t'avais dit, j'ai perdu beaucoup de poids, donc énormément de masse musculaire. Donc là, Ouais, depuis, ça faisait 1 an que j'étais vraiment sur de la prise de masse, mais tout en restant, cohérent. C'est-à-dire qu'il y en a, ils font des prises de masse, mais derrière, ils avancent plus sur le terrain. ouais, Tu m'entends? ouais, ouais, ouais. Il y en a, ils font des prises de masse, mais ils avancent plus sur le terrain. Et donc là, c'était vraiment prise de masse, mais dans l'optique de rester quand même assez explosif et assez vif. Euh, Moi, personnellement, j'ai pas besoin de travailler tout ce qui va être la souplesse parce que je suis hyper laxe de naissance. Que Ok. je peux faire des choses impressionnantes sans travail. Mais on va dire que mes points à travailler, ça va être vraiment l'explosivité du bas du corps et la vivacité, ouais, du bas du corps. Ça va être ça mes sources de travail. Ok. Et tu la travailles comment, la vivacité? Tu fais quoi? Des parcours, des échelles de rythme? Ouais, la vivacité, tu peux la travailler de plein de façons différentes. Tu peux, là, ces derniers temps, j'étais sur des séances où je travaille la force pure. Et en fait, avec des petits exercices, tu vois, c'était vraiment retranscrire la force pure en vitesse à travers des petits exercices de rapidité. Voilà. Mais franchement, il y a plein de façons de le travailler. C'est très, très, très compliqué là, de le dire comme ça. Je fais tellement de choses que je ne pourrais pas tout te dire, quoi. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est assez large aussi. C'est vaste, c'est très vaste. Mm. Je fais aussi pas mal de pliométrie. Ouais. Mais bon, après, la pliométrie, il faut l'éloigner des matchs parce que c'est quelque chose qui fatigue énormément les muscles. Mais voilà. Non, je pense que je suis à peu près tout dit. Ok. Euh, alors, j'aimerais bien avoir ton avis. J'ai une question à te poser sur l'explosivité sur le haut du corps. Est-ce que Ouais. toi, tu penses, par ton expérience, que c'est utile de faire des exercices d'explosivité sur le haut du corps, ou tu penses que c'est plus important de travailler tout ce qui va être technique et relâchement? Parce que quand on est relâché, on est plus explosif. Mais est-ce que Ouais. tu penses que c'est utile aussi de faire de l'explosivité avec charge? Tout dépend de la personne, encore une fois. Moi, avec mon hyperlaxité, par exemple, c'est quelque chose que je ne travaille pas du tout parce que je suis hyper puissant de base du haut du corps, chose qui n'est pas forcément le cas, moi, au niveau de mes jambes. Mais du fait d'être hyper laxe, j'ai pas besoin de travailler ce genre de choses. Je suis déjà hyper relâché. Mais donc, même pour te donner des exercices, je serais incapable parce que c'est des choses que j'ai jamais travaillées. Donc, je voudrais pas te dire Hmm. de. Ouais, ouais. Ah mais ouais, les exercices, je connais des exercices, tu vois, pour bosser l'explosivité sur le haut du corps. Mais c'est vrai qu'en général, quand on est relâché, on met plus facilement de la puissance, quoi. Bah, complètement, ouais. Complètement. Mais après, le relâchement, tu peux le trouver, comme je te disais tout à l'heure, avec des exercices soit de respiration ou alors t'étirer tout simplement. Tu t'étires. Du fait d'être un peu plus lax, et tu vas chercher des amplitudes un peu plus grandes et tu peux envoyer un peu plus. Ouais. Et ça t'a jamais causé de soucis d'être hyper lax? Si, si, Si? énormément. Notamment Ah au ouais? niveau des genoux et au niveau de l'épaule. J'ai été bourré de tendinite quand j'étais gamin. Ah merde, ouais, ok. Donc en fait, il faut trouver le compromis vraiment entre le renforcement. Les étirements, faut en faire quand même un peu, faut garder le truc, mais il fallait vraiment trouver un compromis, ouais, entre renforcement, étirement. Heu, Tu vois, par exemple, aujourd'hui, j'évite de faire trop d'exercices où il y a de la course, même sur, des pistes d'athlée. Je fais beaucoup de trucs à base de vélo,
tout ce qui évite le contact avec le sol. Ah ouais, c'est pour que ce soit moins traumatisant, quoi, Vraiment, ouais. OK. Et du coup, tu as dit que tu faisais du renforcement. Je pense que du coup, le renforcement, il te sert un peu de prévention pour les blessures. Est-ce que tu avais d'autres routines pour prévenir les blessures ou quoi? Ouais, avec les élastiques, après, c'est des exercices que tous les tennisman vont connaître, mais j'ai fait énormément de rotateurs, que ce Ouais. soit interne, externe, mais je faisais plus d'externe parce qu'au tennis, tu es quand même vachement sur de la rotation interne, tu vois? Donc ton épaule, forcément, automatiquement, elle rentre vers l'intérieur. Donc à partir du moment où tu fais de l'externe, voilà. Fixateur d'omoplate, beaucoup aussi. La scapulaire, énormément. Heu Voilà, l'épaule, pure, triceps, biceps, voilà, tout ce qu'un tennisman est censé faire pour justement éviter, ce genre de pathologie. Ouais, finalement, c'est les classiques. Même chez les handballeurs, ils font beaucoup ça aussi parce qu'ils sont beaucoup en rotation interne quand ils envoient les balles. Ah ouais, complètement, ouais, complètement. Mmh. Je voulais parler un peu du mindset un peu du tennisman. Je pense que tu as eu énormément de matchs comme tous les tennisman. Tu as des hauts, tu as des bas. Comment tu fais pour gérer, les périodes, déjà, dans un premier temps, les périodes où tu es un peu dans un flow où tout va bien, tu enchaînes les victoires et à l'inverse quand tu enchaînes les défaites? Alors, quand tu enchaînes les victoires, tu as pas grand chose à penser, tu sais que dans tous les cas, à un moment donné, ça va pas durer toute la vie, donc faut Mmh. juste profiter, juste, voilà, essayer de gagner un maximum de matchs, engranger un maximum de confiance. L'erreur à faire, je pense que c'est de vouloir trop jouer sur ces moments-là, parce que c'est justement dans ces moments-là qu'on se blesse et c'est sur les retours de blessures justement qu'on revient avec peu de confiance. Donc, pour moi, c'est ouais, c'est un peu la seule erreur, c'est vouloir trop en faire sur le moment parce que justement on sent la balle. Après, quand on est en sous confiance, quand j'étais petit, comme tout le monde, je pense, c'est très difficile à gérer. Tu vois, tu enchaînes 1 défaite, 2 défaites, 3 défaites. Et après, tu sais, tu as l'impression qu'il y a toute la misère du monde qui te tombe dessus. Tu commences à dire: «Je suis une merde, j'en mets plus une», Mmh. et en soi, je pense que c'est ces moments-là aussi qui font qu'à un moment donné, on revient toujours plus fort que ce qu'on était avant. Parce que je vais te dire un truc, en fait, c'est plus tu touches le fond et plus fort tu vas être derrière. C'est comme ça que ça marche, et plus tu vois la misère et plus tu es au fond de la gamelle, et si un jour tu arrives à t'en sortir, tu ressortiras toujours plus fort de cette épreuve. Donc en soi, c'est pas vraiment quand tu es fort que tu apprends, c'est vraiment quand tu es nul et que tu gagnes pas un match. C'est Mmh. con, mais c'est vrai. Ouais et du coup, tu fais quoi toi quand tu enchaînes les défaites? Tu fais une pause? Tu Ouais, en général, arrêtes les compètes? je fais 2-3 semaines de vacances. Donc je continue quand même un peu de m'entraîner physiquement, mais je relâche la tête complètement. Je veux plus voir une raquette et je touche plus la raquette. Et en général, il y a le manque qui se crée à cette période, tu sais, où tu as quand même envie de rejouer. Tu te dis: «Ah, ça me manque quand même», et quand Ouais. tu rejoues, en vrai, tu rejoues mieux que quand tu avais arrêté parce que tu as tellement eu envie de jouer que, bah, automatiquement, ça revient tout seul. OK et les tournois, tu penses qu'il faut les espacer ou tu sais pour, quand je sais pas, imagine tu as fait un mauvais tournoi, tu penses qu'il Mmh. faut quand même enchaîner pour se dire, «Je persévère» ou alors, faire une pause? Parce que je pense d'un côté, il faut quand même, faire des points, tout ça. Pour moi, chaque tournoi est différent. Chaque tournoi a des conditions différentes, tu vas jamais avoir les mêmes balles, tu vas jamais avoir le même terrain, ça va rebondir plus ou moins haut, tu vas avoir des sensations différentes, il va y avoir un peu de vent ici, pas là, du soleil, pas là, tu vois? Donc en soi, pour moi, à chaque début de tournoi, c'est comme un nouveau départ. Tu peux très bien avoir pris un first, le tournoi d'avant, et tu arrives sur un autre site, tu te sens plutôt bien et tu vas gagner le tournoi. Je te donne un exemple, si je prends le cas de Knock, une Ouais. semaine avant, j'avais plus envie de jouer, je me faisais chier, j'avais pas envie d'être sur le terrain, et je vais balancer littéralement un match à 0 sur un mec qui était pas non plus exceptionnel, et j'avais plus envie de jouer. Je pose la raquette pendant une semaine, je me mets des murges pendant une semaine, mais juste le fait de lâcher le cerveau, et je reviens, j'ai grave envie de jouer et ça fait la diff. OK. Ah ouais, c'est intéressant et même, tu as qui enfin, souvent on entend, les joueurs professionnels, faut qu'ils aient
des routines strictes, que tout soit optimisé pour performer. Alors que certains, ils font ça, ils performent pas du tout, et d'autres, bah, par exemple, comme tu viens de dire, ils décompressent tout ça sans forcément optimiser Ouais, leur bah, mode alors de après, vie. attention, parce que là, il y en a plein qui vont se dire: «Ah bah, tiens, c'est facile, en fait, j'ai juste à faire des pauses». En vrai de vrai, j'avais fait une excellente préparation physique où je m'étais découpé sur 3 mois, il y a pas un jour où j'avais pas envie de dégueuler sur le terrain parce que je me la suis donnée, tu vois? Et pareil, c'était une période où je m'entraînais, pas mal tennistiquement aussi et du coup, bah, c'est le fruit de tout ce travail-là qui a fait que j'ai gagné Knock. La pause m'a fait du bien, certes, mais c'est pas la pause qui m'a fait gagner le tournoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est la Bien sûr, préparation ouais. qui s'est faite en amont, ça faut quand même voilà, je tenais à le signaler quand même. Ouais, mais oui, tu as raison, Il y a pas rien sans rien, sans travail, tu arrives à rien. C'est le travail qui fait tout. ouais, il y a tout, ouais, ouais, tu raison, il y a tout le travail. Et c'est qui t'a donné un peu cette valeur du travail, de t'entraîner dur, tout ça, et beaucoup aussi, et C'est pouvoir persévérer? c'est Alain Dalmasso, c'est mon second coach que j'ai eu là. Parce Ouais, que quand je suis arrivé, donc mon père m'avait, comme je t'ai dit, formé, j'avais toutes les bases techniques. Et le problème, c'est que je savais faire presque trop de choses. C'est-à-dire qu'il m'avait absolument tout appris, de A à Z. Je faisais des montées à contretemps, des services volés, des retours volés, des chip and charge, des pattes en gauche, je faisais absolument tout. Mais le truc, c'est que je savais presque trop faire et du coup, je me perdais sur le terrain parce que quand tu as trop de possibilités, bah, des fois, tu sais plus trop quoi faire. mmh, Et du coup, j'en étais venu à brader un entraînement sur 3. Je bradais tout le temps. Genre, dès que je sentais que j'avais pas envie de jouer, paf, je prenais la raquette, je l'envoyais dans le mur. Enfin, c'était ridicule. Et lui, une fois, il m'a dit: «Bah, écoute, c'est simple, tu me refais ça une fois, tu finis pas l'entraînement». Et tu vois, il y avait une règle aussi, c'était genre la règle dans les carrés. On devait s'échauffer dans les carrés. ouais. Tac, on tapait et il suffisait qu'il y ait une seule faute dans le carré, l'entraînement était fini. C'est-à-dire qu'on devait tenir l'échauffement entier avec une seule balle. S'il y avait une faute, c'était terminé, tu pouvais ranger la raquette. Et c'est arrivé? Ah ben ça m'est arrivé une fois, j'ai le souvenir, j'avais pété un plomb. Je fais une journée de dingue, je fais un 8h-18h et je crois que j'avais que 1 heure pour manger le midi et j'arrive, je suis complètement éclaté, j'ai pas de jambes, je sors la raquette, je fais première balle dans les carrés et là, tu sais, de fatigue, je fais un truc bizarre, la balle, elle prend la bande et elle retombe de mon côté. Il me dit: «C'est bon, tu peux ranger la raquette» et là, je pète les plombs. Je lui dis: «Mais c'est mort, je continue». Il me fait: «Ah non, non, mais tu as pas compris, tu dégages en fait. Tu as fait la faute dans le carré, c'est la règle, tu dégages». Et en fait, ça t'apprend à avoir, mine de rien, une discipline. Tu vois, sur le moment, tu te dis: «Putain, quel con», tu vois? «Pourquoi il me laisse pas jouer?» Et en fin de compte, bah, c'est après coup, tu te dis: «Putain» et en fait, il m'a tellement aidé, enfin, ouais, dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de, bah, d'aborder les entraînements et voilà. Ouais, et d'un côté, c'est quand même une forme de préparation mentale. Complètement. Ah bah, Mmh. ça, oui, complètement. Parce qu'en fait, il en vient à jouer avec tes nerfs. C'est comme on faisait des exercices où il mettait, 2 plots sur le terrain et il me disait: «Bah, tant que tu as pas touché les 2 plots, l'entraînement il commence pas». Et sauf qu'à un moment donné, tu deviens fou parce que les plots, tu les touches pas. Les plots, ils sont minuscules comme ça Ouais. et tu arrives pas à les toucher, ça te rend fou. Mais en fait, c'est après coup, pareil, que tu te rends compte que l'entraînement, il était pas dans le fait de vouloir faire l'entraînement d'après. L'entraînement, il était dans le fait de toucher les 2 plots parce que mentalement, tu étais obligé de travailler. Ouais, ouais, c'est clair. Et c'est, ouais, c'est là où l'aspect mental, il est hyper important, au tennis. Mais surtout, on a vite envie de péter les plombs, on a vite envie de s'énerver, il faut savoir se canaliser. Et c'est bien d'avoir un entraîneur comme ça qui nous fait nous canaliser. Complètement, complètement. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que tu aurais, d'autres expériences comme ça un peu à partager sur, ou Sur, même ou par les rapport à un, entraînements qu'il nous faisait, ouais, ou sur un match ou quelque chose comme ça? sur des moments où j'avais envie de m'énerver, tu veux dire? Ouais, ouais, ou autre, où finalement, bah, là, tu vois, il y avait, cette forme de discipline où du coup, peut-être tu ressors meilleur, ou ouais, où il y Ouais, a ouais, quelque chose à en tirer. il y a plein de petits exercices, hein, comme ça qu'on faisait, du style, ils mettaient une bande, juste avant la ligne de fond et on devait par exemple, mettre, une balle, entre la ligne de fond et cette ligne-là et partir long de ligne. Une fois qu'on avait fait ça, il fallait faire 2 fois long de ligne, 3 fois long de ligne, 4 fois, il fallait le faire de suite. Si tu le faisais pas, tu retournais à 0 et on devait aller jusqu'à 10.
Et là, c'était pareil, c'était très frustrant parce que en fait, tu as très peu de chances de réussir. Il y avait tellement d'espace entre la ligne et la ligne que lui avait posée qu'automatiquement, tu finis par péter les plombs et il faut arriver à rester concentré. Et ouais, du coup, ça c'est quand même un certain. Ça te permet de gagner des paliers pour progresser. Est-ce que tu aurais certains conseils à donner je pense, pour des tennisman, mais peut-être même pour les sportifs en général, pour nous aider à progresser, à évoluer, un peu peu importe le niveau, tu vois? Des conseils pour progresser, déjà croire en soi. Je pense que pour moi, la priorité, c'est de croire en soi. C'est ne pas écouter les on-dit. Moi, si j'avais dû écouter les gens, j'aurais arrêté à -6. Tu vois, tout le monde disait Samuel, super, tu es talentueux, machin, mais tu n'y arriveras pas parce que tu as un mental de chips. En gros, c'était ça le truc que j'entendais. Ouais. Et en fin de compte, bah, le fait d'avoir cru en moi, de m'être entouré surtout des bonnes personnes, je pense que l'entourage aussi est super important. Des personnes qui vont te pousser vers le haut et pas des personnes qui vont te dire, toi, par exemple, tu joues un match, je te donne un exemple. T'es classé combien toi aujourd'hui? Bah, moi, je joue troisième série, tu vois, Alors, c'est pas énorme. imaginons demain tu joues à 15-4 et la personne qui t'accompagne te dit 15-4, c'est chaud. Tu le regardes, tu dis bah non, je suis là pour le découper en fait, je suis pas là pour. Ouais. Donc c'est exactement ça. Donc s'entourer des bonnes personnes, croire en soi, s'entraîner dur plus que les autres. Euh, voilà, je pense que j'ai un peu résumé. Avoir des bonnes valeurs aussi. Les bonnes Ouais. valeurs, je trouve que c'est important. Moi, je fais partie des personnes, si tu veux, enfin, je peux vriller des fois sur un terrain. Tu vois, même des fois, je peux être débile. Mais mais par contre, j'ai des bonnes valeurs. Attends 2 secondes, parce que je ne suis pas tout seul dans la chambre. Ouais. Donc voilà. Hop. Tu m'entends bien? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est gagné, gros? Ouais. Parfait. Et du coup, un peu la même question, mais d'un point de vue tennistique. Qu'est-ce qui fait la différence quand tu deviens seconde série, tu vois, ça commence à jouer. Après, tu passes négat, tout ça, et le palier après pour être numéroté, et même au-delà. Pour toi, qu'est-ce qui fait la différence à ce niveau? Moi, pareil, encore une fois, j'étais un cas à part parce que même quand j'étais genre à un 6 -2, je jouais déjà plus vite que les mecs à numéro. Par contre, je mettais pas une balle dedans. Hmm. J'envoyais des murs dans tous les sens. Et en fait, bah, je pense que ce qui m'a aidé, ouais, c'est la discipline. En fait, c'est vraiment cette discipline que mes coachs m'ont inculqué à un moment donné dans mon parcours. Juste comprendre que bah, le tennis, avant de faire des points gagnants, il faut déjà mettre la balle dedans. Et voilà, hein. C'est aussi simple que ça. Ouais, mais je crois que ça, c'est un truc qu'on retrouve un peu à tous les niveaux où on veut envoyer, alors qu'en fait, on voit des mecs qui ils jouent moins vite, mais ils font pas une faute, et Ouais, finalement, c'est exactement. ça, et c'est des mecs qui gagnent, quoi. Donc, Genre, se servir de ses points forts pour aller sur les points faibles du mec. Ou alors, même jouer des zones, à un moment donné, bah, je sais pas, tu te sens bien sur cette zone-là, bah, pourquoi t'irais voir ailleurs? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment être intelligent dans ta façon de jouer par rapport à tes sensations du moment et surtout par rapport aux faiblesses de ton adversaire. ouais. Mm. Et alors pour toi, tiens, en France, quand ceux qui sont les espoirs français, tout ça, qui ont la chance d'être dans du haut niveau, Ouais. il y a un peu deux façons, j'ai l'impression, d'atteindre le haut niveau. Tu as soit t'es prise en charge par la Ligue, la Fédé, tout ça, et tu as les académies privées, les grosses académies qui forment des gros joueurs. Toi, comment tu vois un peu la chose? Est-ce que tu penses que c'est mieux d'être en Fédé, les académies En vrai, vaut mieux aller là où toi tu te sens bien. Là, pour moi, aujourd'hui, si tu prends le cadre des académies, pour moi, c'est bien les académies si tu veux, mais c'est pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, tu as des académies où tu es obligé de racler 2 000 € par mois. Tu vois, c'est pas possible pour tout le monde. Après, la Fédé, il privilégie quand même souvent les premiers, deuxièmes Français. Derrière, tous ceux qui sont derrière, bah, ils vont se faire un peu foutre. Donc, pour moi, il faut juste aller là où toi tu as envie d'aller, là où tu te sens bien, là où tu as ton confort. Ok.
Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as pas tort. Mais parce il y a quand même, il y a pas mal j'ai l'impression de jeunes espoirs français. Mais après, quand on est vraiment sur du haut niveau, tu vois, ou qu'on prend vraiment les meilleurs joueurs du monde, Ouais. bon, il y a des très bons Français, tu vois, je le nie pas. Mais par rapport à d'autres pays, j'ai l'impression qu'on n'a pas de Français qui se démarquent vraiment, qui va venir concurrencer les meilleurs joueurs mondiaux. Toi, tu penses que c'est dû à quoi? Que c'est culturel? Parce que d'un point de vue Non, tennistique, tu vois, c'est très fort. non, mais je pense que nous, on a des personnes dans notre pays qui tapent très bien dans la balle, qui tapent même mieux la balle que des mecs qui sont top 10. Maintenant, on n'a pas la dalle. En fait, le truc, c'est qu'on a tellement une cuillère en or dans la bouche qu'aujourd'hui, on ne se fait pas violence. Euh, Tu vois, tu prends un mec comme Joko, j'ai vu Mm. des vidéos de lui quand il était jeune, le mec, il avait zéro talent. Genre, juste vraiment zéro talent. Mais par contre, le mec, il était dans un pays en guerre. Il avait la dalle, il a bossé 5 fois plus que les autres et aujourd'hui, il joue à un niveau, mais c'est monstrueux ce qu'il fait, c'est irréel même. Mais c'est juste le travail. Est-ce que les gens en France aujourd'hui seraient capables de donner ce que lui a donné sur le terrain? Bah, je suis pas sûr parce qu'ils n'ont pas faim. Tu vois, il y a papa, maman derrière qui file l'oseille quoi qu'il arrive. Ou alors, ils savent très bien qu'il y aura un petit cocon familial. Oh, mon petit chéri, t'inquiète pas, ça va aller. Je pense que le problème, il est là, en fait. Je pense que dans les pays de l'Est, les mecs, ils ont la dalle, en fait. Ils sont prêts à bouffer leur daronne pour gagner leur match. Mm. Bah ouais, bah c'est bien que tu dis ça parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, ou même je crois que c'était mon entraîneur qui m'avait parlé de ça, il avait vu une fille, une Russe, qui arrivait à un tournoi avec genre une mentalité qu'elle allait, tu sais, tout gagner, qu'elle allait vraiment passer sur tout le monde. Et Mhm. finalement, quelques jours plus tard, finalement, elle avait écrasé tout le monde et que c'était vraiment ce mindset. Et bah ouais, elle avait faim, quoi. C'est Et elle ça, était russe. la dalle et arriver aussi à maintenir cette. Parce que moi, tu vois, par exemple, si je prends mon cas personnel, j'arrive à maintenir genre ce niveau de concentration un temps, mais à un moment donné, ça se relâche. Donc, genre, je vais m'entraîner comme un boucher à un moment donné, et après, je peux parfois me relâcher. Et c'est dans ces moments-là où tu as envie de te relâcher qu'il ne faut pas se relâcher et qu'il faut continuer à être sérieux. Mm. Ouais, bah, en fait, ce qui fait la différence, c'est ce qu'il y a là-dedans, quoi. C'est la tête, c'est le long terme, voilà, c'est vraiment le travail à long terme. Ouais, ouais, je trouve que c'est un peu bête quand même qu'il n'y ait pas cette culture en France, parce que, comme tu as dit, ouais, on a des Français qui sont vraiment très talentueux, et finalement, bah, on n'a pas on n'a pas de on n'a pas de Français dans le top 10 finalement. Mais ça peut venir, hein, parce que là, il y en a quand même, il y en a deux, trois là qui jouent vraiment bien. Tu penses à Mais qui? À Arthur Fils, par exemple? ouais, bah Arthur, ça fait des années que je le côtoie, que je le connais un peu, tu vois. On voyait déjà sur les tournois que voilà, en termes de qualité de balle, bah, c'est lourd, tu vois, c'est puissant ce qu'il fait. Là, je pense que déjà, il a fait un énorme travail physique parce qu'il a pris des jambes, un truc de dingue, il a pris du haut du corps, un truc de dingue. Place mieux. Voilà, il a été très bien entouré. Enfin, tu vois, on parlait de l'entourage. Lui, par exemple, je pense que voilà, il a très bien été entouré. Et je pense qu'il fait partie des personnes, effectivement, qui peut à un moment donné pouvoir atteindre le top 20, le top 10. Voilà, s'il ne fait pas trop le con, je pense que c'est envisageable. Ouais. Ouais. T'as d'autres joueurs comme ça que tu penses qui peuvent aller loin? C'est dur hein, de dire comme ça top 10. Là, je te donne Arthur parce que pour moi, c'est vraiment le mec qui me vient à l'idée. Ouais. Euh, euh, Parce qu'en vrai, aujourd'hui, tu regardes dans le top 10, il n'y en a pas un qui joue pareil. Tu vois, il y en a un qui va être puissant, l'autre il va être plus en défense, l'autre il va être. Et c'est justement ce mix qui fait la beauté du tennis. Il n'y a pas vraiment de règles. Donc après, bah, tu vois, genre un mec comme Arthur Cazot aussi, il peut bien jouer. Mm. Lucas Vanache, il peut bien jouer. Tu vois, il y a pas mal de mecs comme ça qui sont capables, je pense, à un moment donné, de continuer de monter en classement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu as les mecs aussi à côté qui ont la dalle. Donc, si toi, de ton côté, tu fais pas ce qu'il faut, bah, eux, ils font ce qu'il faut. Et du coup, bah, tu te fais niquer. Hein. Ouais. Tu penses que ce qui fait la différence à ce niveau-là pour vraiment grimper dans le top 10, le top 20, c'est vraiment ce qu'il y a dans la tête, la rage, tout ça. Ouais, ouais, déjà, je pense que dans la tête, il se passe un truc différent. Parce que tu peux être 4 fois plus fort que le mec à côté, que ça se trouve, lui, il va y être, mais pas toi. Hein.
Mais pour la simple et bonne raison que lui, dans la tête, c'est une machine de guerre. Il y a des mecs qui ont été dans le top 10 que je trouve moins forts que des mecs qui ont été top 30, top 40. Mais c'est juste que les mecs top 30, 40 n'étaient pas prêts à faire les sacrifices qu'il faut faire pour être top 10. Ouais, ouais, c'est clair. Et est-ce que, voilà, on va changer un petit peu, mais pour un joueur, par exemple, vraiment un jeune joueur qui commence le tennis ou qui est déjà très doué, pour toi, ça serait quoi les étapes à suivre pour, euh, pour vraiment aller au plus haut niveau? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce Ça que ça... serait hypocrite de ma part de donner quelque chose que moi-même je cherche encore en ce moment, tu vois. Ouais, Et, ok. en soi, je suis à la porte du très haut niveau et en même temps, je suis si proche et si loin en même temps. Parce que sur un match, aujourd'hui, je suis capable d'aller battre des mecs du top 100 mondial, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va répercuter ça sur tous les matchs, c'est pas possible. En tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est pas possible. Donc, sur un match, voilà. Maintenant, la recette, moi, je ne l'ai pas encore, hein. Mais j'espère que ça va venir à un moment donné. Après, contrairement à certains joueurs, j'ai pas bouffé autant de tennis que eux ont pu bouffer. Donc, peut-être que je vais comprendre des trucs à un moment donné qui vont faire tiens tilt et voilà. Mais bon, pour l'instant, je suis trop bête. Ouais, non, mais non. Ah non, ça va venir. Écoute, on arrive sur la fin du podcast et est-ce que pour clôturer l'épisode, tu aurais une expérience? Bon, t'en as cité un peu tout à l'heure, mais est-ce que tu aurais une expérience, un truc qui te vient en tête qui pourrait inspirer les gens? Soit une expérience qui vient de toi, par exemple, ou quelque chose que tu as pu voir sur le circuit pro ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y avait un joueur il y a quelques années. Putain, c'était quoi son prénom? Je veux pas dire de conneries, donc je dirais pas le nom, mais Ok, c'est dans les années 80-90. C'est un mec qui était, je crois, numéro un mondial et il a eu un grave accident de voiture. ok. Et, et donc il a retapé sur une chaise, machin. Tout le monde a dit qu'il était fini, que c'était mort, et lui il avait dit t'inquiète pas, je reviendrai, je reviendrai. Et je crois qu'il a regagné un grand chelem derrière et il est redevenu numéro un mondial. Ok, ouais, très très fort. Ouais, monstrueux ouais, parce qu'il marchait plus du tout et il a fait une réduc de dingue, donc il a dû tout réapprendre. Et le mec est redevenu numéro un et gagné Grand Chelem. Je crois que c'est un truc comme ça, mais pour moi, c'est l'histoire vraiment qui m'a le plus marqué. C'est mon père qui m'avait raconté ça. Ah ouais, ok. Et ouais, j'avais une autre question aussi. Est-ce que toi, le fait de rentrer sur le circuit pro, est-ce que ça t'a appris des choses? Est-ce que tu as appris des choses en jouant contre des mecs meilleurs ou même en faisant des sparring aussi? Je crois que tu as fait des sparring avec des, des top players. Est-ce que tu as appris des choses? Ouais, bah, j'avais fait sparring avec, ouais, avec pas mal de monde. Euh, En vrai, ça va faire très prétentieux ce que je vais te dire, mais la seule chose que j'ai appris, c'est qu'ils tapent pas mieux la balle que moi. C'est juste qu'ils font des choses sur le terrain, ils vont faire moins de fautes, ils vont peut-être sur des moments être un peu plus intelligents. Maintenant, en termes de qualité de balle, ça va pas plus vite que nous. Genre, les mecs en futur, on joue pas moins vite que les mecs à l'ATP. Mais on fait des choses en moins, sûrement, qui font qu'à un moment donné, ben, on gagne pas les matchs. On est moins solide, on retourne moins bien, euh, on sert peut-être un peu moins bien. Mais après, en termes de vitesse de jeu, c'est exactement pareil. Ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Et peut-être aussi au niveau de la gestion des moments clés, tu vois, quand il y a une balle de break ou une balle de Ouais, jeu. exactement, Ça, exactement. Bah, tu c'est... vois, je te donne un exemple. J'ai joué Elias Simmer là, il y a 2 semaines et demie, 3 semaines. Le mec, il est encore top 100 là, au mondial aujourd'hui, je crois. Et, euh, et en fait, j'ai balle de jeu à tous les jeux. Je crois qu'il n'y a que 2 jeux dans le match où j'ai pas balle de jeu. C'est-à-dire qu'au premier set, vraiment, je peux lui coller 6-1, mais je prends 6-3. Et en fait, dès qu'il y a un point à gagner, bah, je le fais pas alors que je mène 40-15, 15-40 tout le temps, sur tous les jeux. Et putain, à un moment donné, bah, tu sais, tu te dis, putain, je gagne pas là, je gagne pas là. Tu sais, tu commences à cogiter, tu te dis, merde, putain, je comprends pas, je gagne aucun jeu alors que j'ai balle de jeu tout le temps. Je peux lui mettre 1 et 1 et je prends 3 et 3 quoi. Ouais. Et là, tu comprends que bah ouais, les mecs, finalement, ils jouent mieux les points importants que toi, ils sont plus solides, ils disent pas un mot, peu importe le score, parce que le mec, tu vois, il m'a joué, il aurait pu me prendre pour un glandu, il aurait pu me dire, ah, tiens, c'est une pipe, il est nul, je vais le prendre pour un jambon. Bah, le mec, il m'a respecté de A à Z, il a pas dit un mot et il m'a mis ma branlée, il m'a serré la main, il est parti, quoi. Mm. Ouais, mais et du coup, mais toi,
d'un côté, c'est de, entre guillemets, de prendre des défaites comme ça te permet toi peut-être de prendre du recul, de t'inspirer de ça pour Pas toi forcément, ensuite. tu prends en expérience, hein. Vraiment, tu prends en expérience parce que tu te dis, bon, bah, comment j'aurais pu changer les choses, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, en soi, en plus, sur le match, j'ai pas fait un match extraordinaire, tu sais, je sors pas du match en me disant, ouais, j'ai fait le match de l'année. Mais sur le moment, j'ai pas réussi à trouver les solutions qui ont fait qu'à un moment donné, j'aurais pu faire tourner le match. Mmh. Ouais, mais c'est marrant parce que finalement, on croit qu'il y a un monde entre entre, je sais pas, le top 100 et les joueurs, et les autres joueurs de l'ATP, alors qu'au final, comme tu dis, ça Ah, il y ça se a un monde, joue à. il y a un monde avec le top 5, top 10, les mecs sont vraiment très au-dessus. Il se passe un truc en plus, tu vois. Après, Ouais, ouais, top 20, le reste, pour moi, c'est un peu identique. C'est-à-dire que les mecs jouent très bien au tennis, mais c'est pas c'est pas le top 5, quoi. ouais, mais ouais, ça se joue à pas grand-chose. Mmh. Est-ce que tu aurais, un mot à rajouter pour la fin, un conseil à donner ou quelque chose de ce genre? Un conseil à donner, non, bah, c'est juste croire en soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, croire en soi, travailler dur et puis ne rien lâcher, surtout, c'est important. OK, bah, ouais, bah, je te rejoins parfaitement, là-dessus. Pour les auditeurs qui veulent, te suivre, tout ça, tu actif sur, Instagram, c'est ça? Ouais, je suis actif sur Instagram, je suis actif, bon, en vrai, un peu tous les réseaux sociaux, mais là où je suis le plus actif, c'est sur Insta, ouais. OK. Si on veut venir te voir jouer un jour au tennis, du coup, tu t'entraînes où? Je suis à Plaisir et à Tours. Plaisir, c'est en région parisienne et Tours, c'est en région centre. OK, et Voilà. du coup, les tournois. Ouais, il y a un message, je pense que je suis un des mecs les plus accessibles, il y a vraiment pas de souci pour ça. Ouais, mais oui, mais en plus, je t'avais envoyé un message à un moment, bon, ça devait être cet été, je sais plus. Je t'avais envoyé un message, pour te demander conseil parce que je chiais, tous mes tournois Ouais, je et me tu souviens, m'avais ouais. dit justement, ah ouais, ah ouais, bah, c'est cool d'avoir des joueurs comme ça, comme toi, qui sont accessibles, qui répondent aux questions, c'est vraiment top. En même temps, Heu, j'ai envie de te dire, on fait que du tennis, on fait que taper dans une balle, ça reste un jeu avant tout. La seule chose qu'on fait, c'est de jouer un peu mieux que vous au tennis, mais en soi, ça fait pas de nous des personnes différentes, loin de là. ouais, tu raison, bah, c'est bien, tu restes humble. Ouais, faut Hem, pas se prendre la tête, hein, je t'avoue. ouais, tu raison, t'as raison. Voilà, et du coup, les tournois, ça reprend plutôt 2024 pour toi, tu penses? Non, je vais refaire quelques tournois là, vraiment pour me relancer, mais plus dans l'optique de prendre peut-être un petit peu d'argent et après repartir, ouais, sur les futurs, et voir, bah, ce que je suis capable, bah, de faire et voir où est-ce que je peux aller au maximum, quoi. OK. Bah, écoute, parfait. Bah, écoute, je te remercie d'être, intervenu sur le podcast. C'était un plaisir. Voilà. J'espère que l'épisode, il a plu aux auditeurs, que les gens ont pu apprendre des choses sur le monde, professionnel du sport et même, sur le sport, en général. Bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de soirée et à Ouais, bientôt. aussi. À bientôt. Salut man. Ciao. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, partager l'épisode et laisser une évaluation au podcast. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire pour pouvoir faire évoluer le podcast. Vous pouvez retrouver le podcast ainsi que l'invité sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.